Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session 19A dans le cadre du World Forum sur les nouveaux enjeux des métiers des ressources humaines, faire vivre une politique inclusive. Je m'appelle Louise Baird, je travaille chez Réseau Alliance autour des questions de diversité et inclusion en entreprise, sujet que nous traitons tout au long de l'année avec un ensemble d'experts autour de nous. Cette session s'inscrit dans un parcours à destination des professionnels des ressources humaines, des référents RSE et des dirigeants pour leur permettre de s'inspirer et d'exercer leur métier de manière plus responsable. Nous avons, dans une première partie à 14 heures, évoqué notamment les sujets de placer ou replacer l'humain au cœur de sa stratégie RH, si vous avez pu participer avec nous. Et nous sommes ensemble sur cette deuxième partie pour aborder notamment la question d'une politique inclusive et comment faire vivre concrètement une politique inclusive au sein de son entreprise au quotidien. Nous avons vu que le confinement a fait émerger différentes problématiques et inégalités, notamment en termes d'égalité professionnelle femmes-hommes et notamment au sujet des personnes en situation de handicap. Mais nous avons choisi l'angle aujourd'hui d'utiliser ces problématiques identifiées comme un levier pour favoriser l'insertion dans son entreprise. Et vous allez donc pouvoir découvrir aujourd'hui des expériences d'entreprise accompagnées par des experts sur ces sujets-là. Sur cette deuxième partie de conférence, on va aborder un autre sujet, donc celui des personnes en situation de handicap, et notamment en lien avec l'actualité, avec la crise du Covid et le confinement qui a, du jour au lendemain, renvoyé une bonne partie des Français à la maison et en télétravail ou en chômage partiel. Et donc, c'est une problématique qu'il a fallu gérer en entreprise. Et donc, on a la chance d'avoir donc aujourd'hui Marie-Pascale Grenu d'Andy Expert et puis Mélanie Vasseur de Decathlon qui vont nous parler de ce sujet-là et comment cela a été géré et puis comment en faire un levier en fait pour la suite dans l'entreprise hors cas de crise Covid. Est-ce que vous voulez passer les slides vous-même? Ouais, je vais le... Bonjour, je suis Marie-Pascale Grenu, je suis directrice du cabinet Andy Expert et aussi ergonome de métier. Andy Expert, je vais peut-être mettre la slide s'il te plaît. En quelques mots, on était association il y a 10 ans, on est maintenant en cabinet. On intervient auprès des entreprises pour les accompagner sur ces questions de diversité, de handicap. Mais pas que, on intervient également sur tout ce qui va relever de la santé au travail en général. Nous sommes pluridisciplinaires, donc ergonomes, psychologues du travail, consultants RH, et on s'entoure également de partenaires parce qu'on pense que on n'est jamais suffisant en soi et suffisamment nombreux pour traiter ce type de sujet. Voilà. Je peux laisser la parole. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie Vasseur, je travaille chez Decathlon, je suis responsable diversité et je travaille autour de deux thématiques qui est du coup le handicap et l'insertion. Sur le handicap, aujourd'hui, ce qui était important aussi de savoir, c'est que l'entreprise a plus de 315 magasins en France, mais il n'y a pas que des magasins et pour parler du handicap, il faut parler de tous nos métiers, de tous nos collaborateurs. On a également du coup des entrepôts et des métiers en service support, donc c'est plus de 23 000 collaborateurs et environ 750 collaborateurs en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est accessible à tous les candidats et à tous les types de handicap. On a un taux d'emploi aujourd'hui qui est de 4,32 et on est à la signature de notre 7e accord. On a fêté du coup les 20 ans de la mission handicap en 2019, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment intégré dans notre politique RH et dans nos volontés, nos engagements et qui fait partie de notre responsabilité sociétale. Donc la signature du premier accord, c'était en 2008. On a créé tout un réseau de référents handicap, donc bien sûr comme beaucoup d'entreprises, on a une mission handicap où on est 3 à œuvrer. On a décidé en tout cas de lancer un nouveau projet et tout à l'heure Maleka l'expliquait.
c'est d'intégrer ce projet handicap, cette mission handicap dans une politique qualité de vie au travail avec d'autres thématiques que vous connaissez aussi, vous acteurs RH, qui sont du coup les RPS et le bien-être au travail, mais aussi la diversité, mais aussi du coup l'insertion, l'égalité homme-femme qu'on vient de voir juste avant, et la partie intergénération où il y a beaucoup de connexions aussi sur ces sujets-là. Donc voilà. L'idée, là, c'était peut-être enfin, en tout cas, le message qui nous semble important à nous, c'est de dire que finalement, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a quand même beaucoup évolué et grandi, on va dire, ensemble sur ce sujet. Et de fil en aiguille, en effet, ces questions de santé, elles ont traversé un petit peu tous les temps. Et là, cette collaboration, elle a aussi débouché sur d'autres choses. C'est-à-dire que finalement, on est parti du handicap. Et puis, comme Mélanie le disait, finalement, ça brasse beaucoup de sujets. On est allé sur la pénibilité, sur les questions de pénibilité, sur les questions intergénérationnelles. Et au fil des années, on a développé des prestations de type diagnostic, animation de groupe de travail, plan d'action, etc., pour traiter de ces sujets-là. Donc c'est une collaboration qui est ancienne, ce qui signifie que pour nous, qui intervenons sur le terrain, ça permet d'avoir une culture très importante de l'entreprise, une bonne connaissance des métiers. On voit aussi évoluer la vision, évoluer l'organisation du travail. Et cette complémentarité, en tout cas le fait d'évoluer ensemble, c'est certainement un atout très important pour pouvoir être efficace dans les actions qui sont menées. Aujourd'hui, c'est une vraie volonté d'être accompagné par des partenaires externes. On pourrait faire le choix d'avoir nos propres ergonomes ou nos propres psychologues du travail. Mais aujourd'hui, on a besoin aussi de cette expertise qui est grandissante sur tous ces sujets qu'on verra justement après. Et on a aussi besoin d'avoir un regard externe. En tout cas, cette relation, pour nous, elle est importante et c'est le gage de notre réussite aussi pour nos collaborateurs, puisque comme le précisait Marie-Pascale, c'est une relation de confiance. Du coup, c'est une relation de confiance avec l'ensemble des acteurs, avec les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que depuis des années, ils ont l'habitude et ils connaissent nos ergonomes, donc ils savent comment on fonctionne. Et c'est un vrai gage de réussite aujourd'hui. Et en tout cas, j'encourage vraiment d'être accompagné par le bon partenaire dans la durée. Et ça, c'est vraiment important. Peut-être préciser aussi, au final, on a commencé à travailler ensemble en 2008 et en 2011, comme il y avait quand même beaucoup d'activités, il y avait le développement du réseau des référents, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu très important sur le partage d'informations et sur la réactivité. Comment est-ce qu'on pouvait s'interpeller facilement? Et donc, on a développé communément un outil qui est une interface, en fait, bêtement, qui est hébergée sur Internet, et qui nous permet finalement de continuer, d'être dans une espèce de relation continue, de compiler en fait un ensemble de données, et ça permet aussi de capitaliser sur des réalisations, de pouvoir prendre un peu de recul par rapport aux actions qui sont menées et se dire tiens, finalement il y a telle ou telle chose qui se passe, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un sujet? Voilà, donc cet outil aujourd'hui on le fait évoluer, mais on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'était aussi important pour que la fluidité et la réactivité soient la meilleure. Alors on souhaitait vous parler de l'accompagnement et des dispositifs qu'on a mis en place pendant le confinement et après le confinement pour nos personnes en situation de handicap, parce que ça reste avant tout une situation qui a été exceptionnelle et inédite pour chaque citoyen, pour chaque collaborateur, mais qui l'a été également pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, on voulait vous expliquer comment nous, Mission Handicap, on a dû réagir en urgence et comment on a décidé d'agir avec nos partenaires, puisque
C'est du coup l'histoire d'une équipe, hein, pour le coup, c'est complètement ça. Donc nous, du coup, chez Decathlon, le confinement, comment ça s'est passé? Donc, comme beaucoup, nos magasins ont été fermés très rapidement. On a eu, et brutalement, du coup, on a toujours eu des personnes en entrepôt qui continuaient de travailler. Et on a eu, du coup, pour la majorité des services supports, une activité, du coup, de chômage partiel. Donc ça a été un contexte qui a été inédit et donc qui l'a été aussi pour nos personnes en situation de handicap. Donc nous, à la reprise, cette fameuse date du 11 mai, on a décidé en tout cas de se mobiliser à 300%, nous, Mission Handicap, mais aussi avec d'autres acteurs qu'on verra juste après, pour permettre en fait à toutes nos personnes en situation de handicap de revenir travailler en sécurité, en confiance, et en tout cas de les aider à sortir de l'isolement. Parce que beaucoup se sont retrouvés, et quand je parle d'isolement, c'est un isolement prononcé, hein, avec très peu de personnes autour d'eux, et donc forcément, après 2 mois, devoir repartir au travail, c'était une difficulté supplémentaire, avec beaucoup de questionnements aussi, avec des personnes qui étaient fragiles psychologiquement aussi, soit à cause de leur pathologie, mais à cause aussi du contexte. Donc on a dû se rendre disponible, se mobiliser très très rapidement et en tout cas pouvoir s'adapter à cette situation qui était inédite mais qui était inévitable. On se devait d'être là pour eux et on se devait de trouver les meilleures solutions pour qu'ils puissent reprendre le travail s'ils le pouvaient. Et puis du coup la reprise a eu lieu. Et en fait, on a eu une très très forte activité dès la réouverture des magasins, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, en tout cas pas dans cette intensité, avec aussi le gouvernement qui a facilité des aides sur la mobilité, donc avec des vrais besoins très très forts sur le vélo, le cycle, pour les techniciens aussi ateliers. C'était un contexte qui était chaque jour un peu incertain. Est-ce que mes collaborateurs vont tous revenir? Quand est-ce qu'ils vont revenir? Comment vont revenir mes équipes? Comment mon coéquipier en situation de handicap se sent? On avait aussi un décalage entre des personnes qui avaient repris le travail et qui étaient déjà au flambeau et des personnes qui étaient encore isolées. Et comment, du coup, on devait s'adapter à ce nouveau contexte, mais tous ensemble. Donc, ça a été des nouvelles problématiques que Marie-Pascale vous exposera aussi, liées à la situation sanitaire. C'est toujours, de toute façon, des problématiques qu'on a, mais qu'on arrive à solutionner un peu plus, notamment avec le masque, mais avec le plexiglas. Et ce qu'on savait... Ce qu'on a imaginé, c'était de se dire il y aura des impacts pour les personnes en situation de handicap, mais on n'avait pas imaginé autant d'impacts, et il y en a encore, notamment pour les personnes qui sont malentendantes. Donc en fait, tout ce contexte a fait qu'on a dû réagir à des situations qu'on connaissait, mais qui se sont intensifiées aussi. Et d'habitude, on a un peu plus de temps pour le mettre en place, et là, on n'avait aucune... on se devait de réagir très vite. Alors c'est vrai qu'il y a 2 photos, là il y en a une qui montre une masse de colis, puisque finalement je pense qu'à peu près chacun d'entre nous a passé commande sur Internet pendant le confinement. Ça, c'est une des caractéristiques d'un changement qui s'est fortement accéléré pendant cette période et qui fait que en magasin, il y a un certain nombre de colis qui sont arrivés, qui n'étaient pas forcément attendus dans cette quantité-là. Et donc, quand je dis des colis, ça veut dire des manipulations supplémentaires, ça veut dire du port de charge, du déplacement de charge, etc., qui sont à prendre en considération parce que finalement, quand on reprend une activité après un temps d'arrêt comme ça, c'est tout le corps qui doit se remettre en route. Et donc, même si on est en bonne santé au départ, déjà, il y a cet effort qu'on n'a pas fait depuis un certain temps. Il y a une intensité qui est liée à une forte demande. Et évidemment, quand on est soi-même affecté dans son état de santé, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a des changements qui, de fait, par la situation sanitaire, se sont observés. Donc, à la fois, en effet, sur le e-commerce, mais aussi parce que pour protéger les collaborateurs, on a mis en place des plexis, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on met des choses pour protéger, que parfois, il faut pouvoir apporter des corrections parce que ces mêmes éléments protecteurs entraînent d'autres types de contraintes. Typiquement, la difficulté à se parler
derrière un plexi, la difficulté à se comprendre, etc., ça crée finalement d'autres choses. Donc il y a tout ce travail de terrain pour essayer d'éliminer les obstacles qu'on rencontre au fur et à mesure que les situations se présentent. Et puis il y a aussi en effet toutes ces discussions qu'on a pu avoir en disant mais là, voilà, finalement, la personne qui est malentendante, qui, ou en entrepôt ou en magasin, communique habituellement avec ses collègues parce qu'il a la lecture labiale et qu'on est capable de se comprendre comme ça. Là, on a tous des masques. Comment est-ce qu'on fait ? La personne qui est équipée aussi de prothèses auditives et qui se retrouve dans cet environnement extrêmement bruyant, parce que tout à coup, il y avait beaucoup de monde, etc., qui souffre finalement d'une espèce de fatigue mentale, parce qu'il y a tout cet environnement, qu'est-ce qu'on met en place comme solution ? Donc en fait, on a très vite été chercher ce qu'on pouvait... alors finalement, voilà, quelqu'un qui a besoin de lire sur les lèvres, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver comme outil pour pouvoir continuer à communiquer avec les autres. Donc on a pensé visière, et puis les visières, ça ne suffisait pas, le son revient, etc. Et puis on est arrivé enfin sur le masque souris, enfin voilà. Donc, mais ça a été aussi cette période où il faut aller absolument trouver des solutions, et si elles n'existent pas, il faut pouvoir les souffler aussi, pour qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui crée quelque chose, qui tente quelque chose. Donc les moyens, ce qu'on a rapidement mis en place, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de renouer contact, de sortir ces personnes de l'isolement, de savoir comment elles allaient, de savoir de quoi elles avaient besoin, quelles étaient leurs craintes, leurs peurs, et de pouvoir y répondre. Donc en fait, on a très simplement envoyé un courrier, parce que tout le monde n'était pas connecté à sa boîte mail, encore une fois. Donc c'était d'envoyer un courrier à l'ensemble de nos personnes en situation de handicap. Et donc on a eu énormément d'appels de personnes qui avaient besoin de parler, d'avoir des réponses concrètes sur leur aménagement actuel, sur leur aménagement futur, qui avaient besoin d'être rassurés, tout simplement. On a souhaité aussi mobiliser nos managers, qui eux aussi avaient gardé le lien avec leurs collaborateurs. On les a mobilisés en leur demandant de nous préciser comment allaient leurs collaborateurs, est-ce qu'ils étaient revenus et est-ce qu'ils avaient besoin d'un nouvel accompagnement. Du coup, on a mis en place une trame d'entretien qui a eu lieu du coup, pour les collaborateurs pour savoir comment ils vivaient aujourd'hui leur handicap dans ce contexte et comment ils vivaient aussi leur pathologie, parce que le handicap, c'est pas que les personnes qui sont reconnues, il y a aussi des personnes qui ont une pathologie. Donc on a vraiment pris le temps d'accompagner les managers et d'accompagner les collaborateurs. On a du coup remobilisé tous nos prestataires, aussi tous nos partenaires avec qui on agit, autant sur l'aspect accompagnement physique et aussi sur l'aspect accompagnement psychologique. Parce que forcément, on savait que certaines personnes pouvaient souffrir de handicap psychique ou pouvaient avoir aussi des difficultés. J'avais un collaborateur qui est du coup bipolaire. Pour le coup, forcément, il pouvait aussi avoir besoin d'aide parce que dans cette période de confinement, il l'avait vécu seul et tout était différent pour lui. Donc, on s'est remobilisé avec Marie-Pascale et son équipe pour pouvoir trouver ces solutions. On devait avoir des interventions qui étaient rapides, à distance, dans un premier temps, puis en présentiel. Et du coup, on a réussi à s'adapter, notamment sur le télétravail. On avait beaucoup de personnes en situation de handicap qu'on avait accompagnées à leur poste, à leur bureau, avec une chaise, avec tout un espace adapté, et pour le coup qui se retrouvaient chez eux, peut-être que vous êtes concernés aussi, mais du coup sur une chaise qui n'est pas du tout adaptée, avec un bureau qui n'est pas réglé, et forcément la pathologie, les maux de dos, en tout cas, sont arrivés beaucoup plus intensément pour ces personnes, et d'ailleurs pour d'autres personnes qui n'étaient pas reconnues. Donc on se devait de trouver une solution et d'adapter des études de poste. Donc Marie-Pascale, si vous pouvez en parler. Oui, en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut travailler pour accompagner en effet les personnes qui sont installées chez eux. Alors je pense que tout le monde a connu ça. Les premiers jours, on se met sur sa table de cuisine ou dans son bureau, et puis bon, voilà. Puis au bout de 10 jours ou 15 jours, sur son PC portable, tout le monde a mal au cou, mal au dos,
Voilà. Et donc, évidemment, déjà, pour quelqu'un qui est en bonne santé, on voit bien les difficultés que ça peut représenter quand on n'est pas un minimum correctement installé. Donc, on imagine pour des personnes qui sont physiquement atteintes. Donc, là aussi, il y a quand même une transformation très importante pendant cette période. C'est quand même le développement de tout ce qui est visio, tous les outils qui nous permettent de travailler à distance. Et donc, très vite, on a proposé des connexions, des temps de connexion, en fait. Et puis, comme on a une caméra, on peut aussi faire un petit peu le tour de l'environnement. C'est vrai que nous, dans nos interventions, l'essentiel de nos interventions consiste à adapter l'environnement. Voilà, on n'est pas tous, j'allais dire, dans la vie en général, quand on fait, en tout cas quand on est ergonome, l'objectif c'est bien d'adapter l'environnement à l'homme et pas l'inverse. Donc ça c'est vrai, il y a des grands, il y a des petits, etc. Et quand on est en situation de handicap, évidemment, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses, ou en tout cas on ne peut pas les faire de la même manière que quelqu'un qui est en bonne santé. Donc en fait, on cherche ça, comment on va adapter l'environnement, etc. Et donc, évidemment, l'environnement personnel, c'est tout autre chose. Donc, on est allé aussi proposer des solutions, alors, au départ, un peu, des fois, de bricolage, mais après, on a quand même le soutien de la mission handicap qui investit quand même très vite. Enfin, en tout cas, voilà, quand il faut des moyens matériels, etc., il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, mais ça va aussi jusque l'équipement en soi n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir comment l'utiliser, comment s'installer, etc., etc. Donc, quelques règles de base. Et en fait, les résultats, c'est vrai qu'il y a une diapo aussi derrière, c'est juste pour montrer un petit peu comment finalement le fait à un moment donné de sortir les gens d'un contexte professionnel habituel et puis de les mettre dans un autre contexte, comment ça permet de découvrir des pans qu'on n'avait pas imaginés, de problématiques qu'on n'avait pas imaginées. Et finalement, le fait de communiquer là-dessus, de dire, voilà, on peut faire telle ou telle chose, de sensibiliser. Là, ce que vous voyez là, c'est des bonnes pratiques pour la visioconférence. On a proposé ça aussi parce que finalement, pour toutes les personnes malentendantes, c'est une grosse difficulté quand vous êtes en visio à plusieurs, de savoir qui parle, pour peu que la personne, elle articule mal devant sa caméra, elle ne soit pas bien éclairée, etc. etc. Et le fait qu'on communique ce type de support, à un moment donné, ça a fait aussi émerger d'autres besoins. Et ça a fait comprendre aussi un certain nombre de choses à l'ensemble des collaborateurs, aux managers, etc. Ça a fait un peu tache d'huile, en fait. Donc, en ce sens, il y a un vrai bénéfice. Donc les résultats, après quelques mois maintenant, la majorité de nos collaborateurs, en tout cas, ont repris la route de l'entreprise. C'est des collaborateurs que, en tout cas, je sens aujourd'hui rassurés, confiants, qui, en tout cas, ont apprécié aussi la démarche de l'entreprise d'aller vers eux pour savoir comment ils vivaient aussi leur handicap et de se pencher sur cette question, puisque du coup, chacun le vivait vraiment différemment. On a senti aussi des managers qui étaient très engagés et qui avaient besoin d'être outillés et qui avaient besoin aussi de réponses rapides, mais en tout cas qui avaient vraiment besoin de ces outils. Donc je pense qu'on les a encore plus sensibilisés sur ce sujet-là. On a mis du coup on va mettre en place un processus pour toutes les personnes qui finalement sont en arrêt de longue durée et pour aussi les sortir de leur isolement et les accompagner dans cette démarche-là, pour ne pas toucher finalement que les personnes en situation de handicap, mais bien tous en fait, et c'est une vraie volonté inclusive sur ça. Et on vous parlait tout à l'heure de notre outil commun qui finalement, dans ce moment atypique, était plus qu'utile, puisque aujourd'hui, on a 750 collaborateurs. Avec ma collègue, on ne les connaît pas tous. Marie-Pascale et son équipe en connaissent aussi une bonne partie. Et du coup, on avait vraiment ce besoin mutuel de partager les connaissances sur chaque collaborateur pour identifier ceux qui étaient plus à risque que d'autres, pour mettre en place d'autres moyens. Donc, on a décidé d'optimiser aussi cette plateforme qui avait quelques années.
Donc là, ça va vraiment être un outil commun entre l'équipe d'Handi Expert, nous Mission Handicap, mais aussi tout notre réseau de référents handicap pour vraiment pouvoir aller vraiment en profondeur dans l'accompagnement. Dans tous les cas, on a fait le constat, c'est que si on a réussi à accompagner aussi bien nos collaborateurs, c'est grâce à nos partenaires et à leur réactivité. Et ça, c'était vraiment important en tout cas. Et puis peut-être simplement souligner qu'en effet, moi je trouve que ça remet, même si chez Decathlon c'est quand même très très présent ce souci d'accompagner toujours les collaborateurs dans leur spécificité, on va dire, ça remet finalement la question de la santé au travail au cœur des problématiques, et donc de façon beaucoup plus générale. Et c'est vrai que chez Decathlon, il y a quand même le pont qui est fait entre handicap et QVT et tous les sujets intergénérationnels, égalité homme-femme, etc. C'est sûr que ça a complètement son sens, quoi. C'est un sujet qui est tout à fait transversal. Et voilà. Donc je pense que ça a aussi éveillé, encore éveillé de nouveau les consciences, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage et bravo pour toute cette réactivité suite à la situation du Covid. J'ai une première question. À quel point ça a été un changement, une prise de conscience qu'il fallait agir, ou est-ce que c'était déjà une démarche de Decathlon d'être vraiment engagé sur ces sujets, ou ça a été l'obligation de s'y mettre avec cette crise a été un levier, ou c'était déjà quelque chose d'engagé? Et deuxième question, je trouve ça super intéressant de voir que ça éveille les consciences, notamment avec l'exemple d'une personne malentendante. Quelle est la suite là-dessus? Comment on capitalise sur ça et on va plus loin avec les collaborateurs pour les sensibiliser, collaborateurs en situation de handicap et personnes valides également, et comment on optimise et on capitalise sur tout le travail que vous avez fait là sur ces quelques mois pour en faire vraiment quelque chose d'intégré au quotidien? Alors c'était déjà enfin voilà, comme je disais, ça fait 20 ans qu'on travaille sur la thématique du handicap. Donc aujourd'hui, on a l'habitude aussi dans notre contexte de travail, dans la distrie, d'être réactif sur ces sujets-là. Donc en fait, non, c'était pas quelque chose qui était nouveau pour nous. Ça a vraiment été dans la continuité de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire et ce qu'on avait envie de faire. Par contre, c'est vrai qu'on a dû réagir très très vite, très vite. Après, quand on parle de capitalisation, c'est vrai que quand on fait de l'adaptation comme ça d'environnement de travail, en fait, ce sont des interventions de terrain. Et donc, on va voir les situations et on associe toujours l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, on va dire. Donc, en particulier les managers, le réseau des référents, etc. Et que le fait, à un moment donné, de partager finalement des questionnements, de rechercher des solutions, d'être en proposition, c'est une façon de sensibiliser, c'est une façon de faire des petits, entre guillemets. C'est-à-dire que quand sur une situation récemment, il y a du plexi sur un poste accueil pour protéger les projections. Puis finalement, il y a une personne derrière qui a des soucis de dos. Et comme c'est très compliqué de s'entendre derrière le plexi, elle passe son temps à se pencher pour parler, pour pouvoir se comprendre. Alors ça paraît être un détail en fait, sauf que quand c'est le métier de quelqu'un d'être comme ça en poste-accueil, au bout de très peu de temps, elle n'en peut plus, quoi. Et ça, ça permet encore une fois de mettre le doigt sur... on pense avoir trouvé une bonne solution, on cherche vraiment des solutions pour que les gens travaillent en sécurité, et finalement, il faut regarder les choses de plus large. Après, l'autre bénéfice, c'est que, je trouve notamment au niveau des fonctions support, parce que finalement, c'est beaucoup celles qui se sont retrouvées en télétravail, il y a eu un effet de communication et peut-être de bouche à oreille assez important aussi, parce que je pense que dans les fonctions support, il y avait des gens qui avaient des besoins et qui n'osaient pas l'exprimer, parce que finalement,
voilà, on s'en accommode, etc. Et que là, à domicile, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficilement tolérable. Et donc, il y a des gens qui se sont finalement manifestés alors qu'ils ne l'auraient jamais fait. Voilà, donc ça, c'est aussi, je trouve, le bénéfice ou un des bénéfices. Et puis encore une fois, après ça, le fait de mettre le doigt sur certaines difficultés liées à des pathologies spécifiques, etc., ça, de nouveau, c'est une façon de rappeler aussi que collectivement, être inclusif, c'est penser collectif, et c'est penser à chacun, aux spécificités de chacun, aux besoins de chacun. Et ça, je pense que, de fait, ça, c'est vraiment revenu au devant de la scène, quoi. Je pense qu'en tout cas, sur ta deuxième question, on a capitalisé et on a accéléré aussi toute notre boîte à outils, en fait, aujourd'hui, qui n'était pas toujours formalisée, où on s'est dit, bah, là, plus que jamais, on se doit d'être outillé. Et donc, cette rame d'entretien qui était proposée à chaque manager, finalement, elle était proposée dans le cadre du Covid, mais elle sera proposée chaque année, parce que c'est un sujet qui peut être évoqué à chaque moment. Tous nos supports dans formation, en fait, sont plus que jamais importants, parce que on doit encore plus sensibiliser nos managers. Donc je pense qu'on a beaucoup capitalisé aussi, du coup, pour les personnes en télétravail et les personnes malentendantes, où là, il y a tout un contexte et tout un projet à mettre en place pour sensibiliser les collègues, les managers, trouver les bons outils, pouvoir parler aussi de ce handicap, parce qu'il n'y a pas que... Il y a aussi la surdité qui n'est pas forcément visible. Donc tous ces handicaps qui étaient invisibles, pour autant, aujourd'hui, le sont, parce que la personne, ça l'empêche en tout cas de pouvoir travailler correctement. Et je pense en plus qu'on peut se dire que le contexte sanitaire tellement particulier, je pense, a rendu quand même chacun sensible à la question de la santé de toute façon en général. Et que donc, quelque part, si on peut voir un bénéfice à cette période, c'est que au moins le sujet de la santé, il bénéficie d'une écoute très très particulière, clairement, quoi. Merci beaucoup. On va du coup se connecter avec Sacha, qui a deux questions, il me semble, à vous poser, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça ait fait émerger des nouvelles personnes qui se sont manifestées suite au Covid. On t'écoute, Sacha. Oui, alors question que j'avais commencé tout à l'heure, cette fois-ci c'est la bonne. Donc comme je disais, on a certains salariés qui sont en situation de handicap. Alors des fois c'est pas visible et là on peut pas le savoir, mais des fois ça l'est et on s'en rend vite compte. Mais ces personnes-là, elles ne se déclarent pas par peur du regard des autres, des perceptions ou bien même du mot handicap qui sonne un peu comme un gros mot parfois. Alors que la reconnaissance, elle leur serait utile à plusieurs égards. Comment on peut accompagner ces personnes-là sans se montrer intrusif et sans être forceur non plus en quelque sorte? Alors, c'est mon quotidien, donc je peux te répondre. En effet, tu l'as souligné, aujourd'hui, le handicap, ça reste un tabou. C'est difficile aussi à accepter. On a encore cette image de la personne en fauteuil et on a été vraiment modélisé autour de ça tout au long de notre éducation. Donc la personne forcément qui a une pathologie au cours de sa vie, ça reste une personne sur deux. Le handicap, c'est invisible à hauteur de 80%. Donc forcément, elle est pas prête à entendre le mot handicap. Donc déjà, la première chose, c'est que quand je la vois, je lui parle pas du handicap en premier. Donc vraiment les conditions pour permettre à cette personne d'accepter à un moment donné de faire cette démarche de reconnaissance, c'est avant tout de créer un climat de confiance, de pouvoir l'écouter sur ce qu'elle est en train de vivre, de comment elle est en train d'accepter cette situation et comment elle est en train d'accepter son handicap et de lui laisser le temps. Et en fait, par l'écoute, j'arrive à identifier les freins que cette personne a et chacun a ses propres freins, a des idées aussi très arrêtées
par son contexte familial, son héritage, sur le handicap. Donc moi, je vais lever les freins, en fait, sur le handicap. Et progressivement, ça permet à la personne de faire la reconnaissance, de pouvoir aussi faire son cheminement sur l'acceptation de son handicap, et ensuite d'accepter tous ces bénéfices qui, pour le coup, peut être un aménagement, etc. En moyenne, nous, on considère qu'il faut quasiment 16 mois entre le moment où j'en parle la première fois et le moment où elle accepte de faire la reconnaissance. Ça dépend forcément du public, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Après, moi, je me permettrais d'ajouter une chose aussi, c'est que chez Decathlon, c'est presque plus un sujet. Et à partir du moment où, dans l'entreprise, en effet, c'est dans la culture de s'occuper des uns et des autres et de traiter de ce sujet-là, ben, j'allais dire, on a déjà levé beaucoup de freins pour que la personne, elle ose s'exprimer. Vraiment, un des outils aussi, c'est de... Le constat que j'ai fait, c'est que plus l'entreprise sensibilise ses collaborateurs au handicap et au handicap invisible, plus ça permettra aux collaborateurs d'aujourd'hui parler de handicap, de se faire reconnaître. Mais c'est une vraie réussite si les coéquipiers sont sensibilisés très régulièrement et que les managers sont formés. Aujourd'hui, ça ne sera pas un tabou dans l'entreprise et ça permettra du coup aux collaborateurs d'en parler. Merci beaucoup. Sacha, tu avais une deuxième question. Et oui, il y en a une deuxième. Donc, comment on concilie mission handicap et secret médical? Alors, je vais du coup te répondre. Nous, en tout cas, on se doit d'être en confiance avec le collaborateur et de mettre un climat de confiance. C'est aujourd'hui primordial. Donc, c'est ce qu'on met en place avec lui dès lors qu'on échange. On lui évoque aussi notre devoir de rester dans la confidentialité. Donc c'est un élément aujourd'hui qui est plus qu'important pour lui, mais aussi pour nous. Et en tout cas, ça nous permet de l'accompagner durablement. Dans tous les cas, il a aussi le secret médical et la confidentialité avec nos ergonomes, avec le médecin du travail. Et si vraiment il y avait une question d'urgence ou un point critique, je me permettrais en tout cas de lui demander s'il m'autorise à échanger sur sa pathologie ou ses difficultés avec son manager, avec son équipe. Mais en tout cas, la confidentialité est un élément clé dans l'accompagnement de nos collaborateurs. Je peux juste aussi préciser que nous, en tant qu'ergonomes, en fait, on travaille sur les impacts de la pathologie. Mais la pathologie en soi, on n'a pas besoin de la connaître, en fait. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas médecin. Enfin, on n'est pas médecin, donc il y a tout un tas de trucs qu'on ne comprend pas. Donc, par contre, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les médecins du travail, on a besoin de comprendre en quoi la santé est impactée au quotidien. Voilà, d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, etc. etc. Donc c'est vraiment ça, l'outil de travail, c'est vraiment ça. C'est pas la pathologie. Merci beaucoup, Sacha. On va maintenant se reconnecter avec Laetitia pour recevoir ses réactions sur la présentation qui nous a été faite. Alors bonjour à toutes les deux, merci pour ce témoignage que j'ai trouvé très positif et inspirant parce que finalement ce qu'on retient c'est que cette crise nous a permis de faire des progrès, elle a rendu visibles certaines problématiques, elle nous a rendus plus sensibles à tous ces sujets et donc finalement on peut en sortir grandi ou plus sensibilisé à ces sujets. Alors du coup un peu dans le prolongement de cette idée-là, on a beaucoup parlé des difficultés qui ont été posées pendant cette question, à la fois sur site et puis pour la question du télétravail. Je voudrais savoir s'il existe aussi des opportunités nouvelles liées notamment à la montée en puissance du télétravail, la question du handicap ou de l'inclusion, du recrutement de personnes exclus du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y aurait, alors c'est plus une projection pour demain, des opportunités nouvelles dans le recrutement de personnes en situation de handicap? Alors, au-delà du télétravail, nous, on a une belle opportunité aussi, et c'était notre volonté, en tout cas, d'avoir
une action engagée et inclusive. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a eu beaucoup de besoins sur les métiers de technicien cycle. Et en fait, on s'est dit, aujourd'hui, on a un besoin qui est urgent et on a une situation sur le chômage des personnes en situation de handicap qui se dégrade de plus en plus. Et donc, on a fait appel en fait aux ESAT à travers des mises à disposition. On a refait un appel d'offres sur la France pour savoir qui avait aujourd'hui des personnes en situation de handicap qui seraient motivées, prêts à réaliser en tout cas ce métier de montage de vélo, technicien d'atelier. Et on a eu beaucoup de répondants. Et en fait, ça a permis du coup à ces personnes d'intégrer nos équipes sur des besoins ponctuels, mais aussi sur des besoins durables, avec une transformation ensuite en CDD, CDI. Donc, c'est pas forcément... Je réponds pas à ta question sur le télétravail. En tout cas, c'est une opportunité. On est parti, nous, de nos propres besoins, avec une réalité du contexte qui est celle-ci aujourd'hui, pour pouvoir y répondre totalement. Intéressant. Et puis alors j'ai encore deux toutes petites questions qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui moi me travaillent quand j'ai quelqu'un de Decathlon en face de moi. Comme je suis une grande consommatrice Decathlon, je m'exprime en tant que fan. Je voudrais savoir, du coup, alors deux questions très précises. Vous avez parlé de cette révolution du vélo, qui évidemment a eu un impact très fort sur l'activité, et donc même sur le recrutement, ou en tout cas le recrutement même temporaire de personnes nouvelles. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que petit à petit, il y a un élargissement ou une comment dire, est-ce qu'on devient plus néerlandais chez Decathlon pour tout ce qui concerne la question du handicap et du vélo? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui sont développés? Alors là, c'est côté consommateur, pas uniquement côté salarié. Je pense au vélo que l'on peut pédaler avec les bras, ou tout ce qu'on voit, voilà, tout ce qu'on voit aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a comme ça un développement de produits nouveaux qui est en quelque sorte poussé par la situation actuelle et le fait qu'il y a cette révolution du vélo? Première question. Deuxième question qui me vient de ce dont vous avez parlé sur les personnes malentendantes et les masques. Et effectivement, on en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Du coup, je voudrais savoir, parce que c'était pas si clair que ça, quelles sont les réponses que vous y avez apportées et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des masques invisibles? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment vous avez résolu le problème? Alors du coup, pour la première question sur le vélo, mais pas que le vélo d'ailleurs, en effet, on est souvent sollicité sur nos produits. Est-ce que nos produits sont handisportifs? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a des produits aussi qui sont inclusifs, hein, pas que sur la pratique handisportive, mais qui peuvent concerner aujourd'hui les seniors, qui peuvent concerner les femmes qui ont eu un cancer? C'est toute une gamme de produits qui est en train de se développer, et je pense que ma collègue aurait été ravie en tout cas de pouvoir t'expliquer ça. Mais c'est des produits qui du coup sont en train d'être réfléchis, conçus pour arriver très prochainement en magasin, et notamment développer des pratiques qui sont handisportives, qui sont aujourd'hui le sport le plus pratiqué, tel que la boccia, et aujourd'hui qu'on ne retrouve pas dans nos magasins. Et la boccia, alors si je ne me trompe pas, mais c'est un kit aujourd'hui comme la pétanque, pour aider ceux qui ne connaissent pas. C'est un kit qui coûte plus de 500 € quand on l'achète, donc inaccessible. Sauf que nous, en tant que mission, on se doit de rendre accessible ce sport-là. Et du coup, on est en train de voir comment le concevoir pour pouvoir le permettre de l'avoir à un prix plus accessible. Je m'éloigne de la question sur le vélo, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent, et n'hésite pas en tout cas pour qu'on puisse apporter d'autres réponses sur ça. Et sur la partie masque et surdité, est-ce que tu veux expliquer? Les masques, ça a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Il y a les masques qui sont avec une partie plastique en fait à l'avant et qui permettent de lire sur les lèvres, et puis d'avoir quand même un petit peu d'expression du visage un peu plus importante. Alors c'est pas encore une solution exceptionnelle, parce qu'en fait ça fait un peu de buée par exemple, c'est pas encore l'idéal. Par contre, ça a quand même permis vraiment de lever des freins importants. L'idée, c'était aussi de dire, mais c'est bien gentil au départ, il fallait faire comprendre que c'était à l'entourage en fait d'être équipé de ces masques, parce que spontanément la réaction c'est de dire ah bah oui tiens on va lui mettre un masque comme ça, mais ça sert à rien en fait, lui c'est pas lui qu'en a besoin, ce sont les autres autour.
Donc, ça a été de sensibiliser à ça. Après, il y a des petites applications, en fait. On peut passer par des applications vraiment dans la conversation interpersonnelle. Et puis après, c'est plus sur toute... mais c'est ce à quoi on sensibilise aussi au-delà de la situation de télétravail. C'est que quand on a des personnes malentendantes autour de la table, il y a un certain nombre de règles de vie en commun, pour la prise de parole, là aussi pour le positionnement dans l'espace, etc., etc. Et donc ça, il a fallu qu'on l'applique à la partie digitale, en fait. Comment est-ce que je peux faire en visio, et avec une espèce de préalable, c'est-à-dire des consignes mises en amont pour les participants de façon à optimiser la situation de visioconférence. C'est vrai que les masques sont arrivés tardivement. Il n'y en avait pas, en fait. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train d'être arrivés à partir de cette semaine. C'est vraiment... il faut imaginer que là, ça fait 5 mois qu'ils font comme ils peuvent. C'est les premières questions qu'on a eues. Et après, sur la surdité... il faut s'adapter en fait à chaque personne, vraiment, parce que j'ai autant une collaboratrice que j'ai eue cette semaine qui est appareillée, mais qui pour le coup, elle, le masque toute la journée, il faut imaginer un contexte magasin avec le masque, le plexi, forcément ça lui provoque d'autres effets. Elle se sent en fin de journée très très fatiguée, des migraines, elle se sent même instable parfois en fin de journée. Donc, et en même temps, j'ai d'autres personnes qui ont préféré être... Certaines personnes ont même préféré être appareillées. Ils ne l'étaient pas encore, mais ils ont souhaité passer le cap parce que ça devenait trop difficile. Sur la surdité, c'est vraiment le handicap où on a eu le plus de situations, où on a vraiment dû trouver avec la personne ce qu'elle acceptait aussi de mettre en place et ce qu'on pouvait mettre en place. Donc là, pour le coup, sur le handicap, on s'adapte toujours, mais là, on a vraiment dû chercher des solutions plutôt innovantes. C'est vrai que c'est peut-être le handicap qui est le plus difficile à adapter à cette situation, mais c'est aussi, pour positiver un petit peu, un levier énorme pour toutes les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, qui rencontrent d'autres personnes, qui réalisent en fait la difficulté que c'est aujourd'hui dans ce contexte-là, et c'est vraiment un levier qu'il faut optimiser à l'avenir. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages. Ce que je retiens de cette session, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, Laetitia, la crise nous a permis de faire des progrès et qu'il faut s'entourer d'experts pour avancer. Et à Réseau Alliance, on est là aussi pour vous mettre en relation avec des experts en lien avec les thématiques que vous voulez traiter pour favoriser la diversité et l'inclusion. Et je vais laisser le mot de la fin à Laetitia pour conclure sur les échanges qu'on a pu avoir sur cette deuxième partie de session sur les enjeux des métiers des ressources humaines, mais également aussi ce qu'on a pu rapidement évoquer aussi en première partie, si vous avez des compléments à nous donner, et puis surtout comment inspirer et mobiliser les responsables RH, référents RSE qui nous écoutent aujourd'hui. Alors pour conclure peut-être ces sessions en même temps, je dirais que finalement ça illustre la même idée, qui est que il y a derrière cette crise très dure et très difficile des opportunités, notamment celle de rendre visibles des problèmes qui existent même en dehors de la crise sanitaire, des situations qui sont difficiles même quand il n'y a pas de crise sanitaire. Et finalement, le fait d'apprendre, d'avoir des leçons à tirer de cette période très particulière peut nous permettre de garder des choses positives derrière, qu'il s'agisse de l'inclusion de personnes malentendantes, comme de la question de l'articulation des temps de vie qui touche les femmes et les hommes, même quand il n'y a pas de confinement et de télétravail forcé. Donc, je pense que ce qui est très positif, c'est de voir qu'il y a des entreprises et des acteurs qui sont très engagés, qui ont été agiles, réactifs et qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, merci pour ces témoignages et bravo. Et on a hâte de voir toutes ces nouvelles choses arriver, notamment pour la question du handicap, de l'égalité et de l'inclusion du côté visible de l'entreprise, qui est le côté consommateur. Et parce que je pense qu'il y a une articulation très forte entre les deux, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a aussi des nouveaux produits et qu'on
qu'on touche au sujet pour les consommateurs, et bien derrière, on a aussi besoin de recruter des personnes qui leur ressemblent pour développer des produits, pour répondre à des problèmes nouveaux. Et donc, c'est un progrès pour toute la société. Et c'est là où on voit que la question RH, elle s'articule intimement avec une question sociétale. Merci beaucoup Laetitia et merci à tous.